Jérémy Rifkin, nous abordons le deuxième volet de votre interview autour de votre livre « Le New Deal vert mondial ». Alors, vous expliquez aussi que ce New Deal, on connaît le terme New Deal des années 30, mais qui n'a rien à voir avec les années 30, que ce seront des réseaux, des systèmes décentralisés, des acteurs qui se coordonneront en partie grâce au numérique, et des nouvelles formes de modèles économiques, de business models, en fait, qui sont des nouvelles formes de partenariat entre le public et les privés. Est-ce que vous pouvez expliquer comment est-ce que ça va fonctionner ? Vous savez, c'est intéressant, c'est un vrai New Deal vert. Mais ce n'est pas le New Deal de Roosevelt dans les années 30. Il y a un malentendu, même chez les candidats à la présidentielle américaine. Ils ne l'ont pas saisi, en particulier les démocrates. Ils pensent qu'il suffit de reproduire ce qui a été fait alors, dans les années 30. Mais entendons-nous bien, les plus grands changements de paradigme dans l'histoire sont liés à des changements d'infrastructure. Et les éléments les plus importants de chaque infrastructure, ce sont les nouvelles technologies de communication qui nous permettent de mieux gérer notre vie économique et sociale, ainsi que notre gouvernance. Ce sont aussi les nouvelles sources d'énergie. Elles sont plus efficaces et toujours dans les mêmes objectifs d'amélioration de notre vie économique et sociale et de gouvernance. Mais également des nouvelles formes de mobilité qui vont toujours dans le même sens. Donc, quand une révolution dans la communication converge avec de nouvelles sources d'énergie et de nouvelles formes de mobilité, ça change la manière dont la société fonctionne. C'est ce qui permet de rassembler des communautés plus grandes et qu'elles aient une vie sociale ensemble. Quand on sait ce qu'est une infrastructure, on comprend bien où sont les opportunités et les contraintes, ainsi que le système économique et la gouvernance qui va en émerger. Karl Marx n'avait pas vu ça, et Adam Smith non plus. Aucun économiste ne l'a vu. Ils n'ont pas saisi la dimension anthropologique sous-jacente à l'économie. Un exemple, dans les deux premières révolutions industrielles, les infrastructures ont été conçues pour être centralisées, avec un fonctionnement de haut en bas. Ils devaient intégrer verticalement leurs entreprises pour bénéficier d'économies d'échelle. Pourquoi ? Eh bien, parce que les énergies fossiles sont les plus chères de l'histoire à extraire et à utiliser, avec l'énergie nucléaire. Alors, l'industrie pétrolière a dû intégrer, tout comme les autres industries dépendantes de celle-ci, pour créer quelque chose qui s'appelle le capitalisme, avec des entreprises détenues par des actionnaires. Il y avait un tel besoin en capital qu'on a eu recours à la population. Les monarchies ne pouvaient pas se le permettre. Au bout du compte, les deux premières révolutions industrielles ont abouti à un système capitaliste dans lequel les 500 plus grosses entreprises du monde pèsent pour un tiers du PIB. Mais elles ne comptent que 67 millions d'employés. C'est ce qui vous montre l'ampleur de l'inégalité. Et les fortunes cumulées des 7 personnes tout en haut de cette pyramide, qui sont toutes issues de ce cadre centralisé, c'est l'équivalent de la richesse, écoutez bien, c'est l'équivalent de la richesse détenue par la moitié de la population mondiale actuelle. Maintenant, cette troisième révolution industrielle est très intéressante. Tous les digital natives savent que communication, énergie et mobilité sont designés pour être distribués, pas centralisés. Ils savent que l'ouverture et la transparence sont au cœur de l'efficacité. Certains acteurs peuvent aujourd'hui sembler sur la voie de la centralisation en s'accaparant des positions monopolistiques comme Google ou Facebook. Mais ça ne durera pas car la jeune génération va réaliser qu'elle peut lancer des petites entreprises, des coopératives qui s'engagent les unes envers les autres via la blockchain par exemple, avec bien plus de force que ces immenses entreprises dont le modèle est aujourd'hui vieillissant. En ce qui concerne l'impulsion du mouvement, elle ne viendra pas de gouvernements centraux. Ce ne sont pas eux qui déploieront les infrastructures. Une anecdote, Angela Merkel m'a invité à Berlin quelques semaines après être devenue chancelière pour réfléchir aux moyens de stimuler l'économie allemande. La première chose que j'ai demandé, c'est comment peut-on stimuler la croissance d'une économie dont le tissu d'entreprise est lié à une infrastructure du XXe siècle. Des télécommunications centralisées, de l'énergie fossile, une grande dépendance au transport. Eh bien, devinez quoi? L'efficacité de cette infrastructure du XXe siècle a atteint son pic dans tous les pays du monde ces 20 dernières années. Alors, après lui avoir présenté la troisième révolution industrielle,
Elle a dit « Je veux ça pour l'Allemagne, parce que je veux que ce soit distribué et déployable à grande échelle. » L'Allemagne est un pays fédéral, les 16 Länder ont la main sur leur économie, le gouvernement fédéral va ensuite pouvoir se concentrer sur la législation qui sécurise ces économies. En Europe, les 350 régions vont toutes faire ça. C'est ce que j'ai développé avec l'Union européenne dans le cadre du programme Smart Europe. Les gouvernements nationaux donnent tous de l'argent à l'Union européenne qui le reverse aux régions. Ce sont elles qui sont en charge de l'infrastructure. C'est au gouvernement français, par exemple, de faire le code, la régulation, donner des objectifs, des incitations. Aux régions ensuite de déployer l'infrastructure en fonction de leurs spécificités. Ce modèle distribué va donc aussi révolutionner pas seulement la vie économique, mais aussi la gouvernance démocratique et la vie sociale. Alors, dans votre livre, vous prévoyez que dans un futur finalement assez proche, va s'imposer un système industriel de consommation qui sera basé à 100% sur des énergies renouvelables, et que les autres seront balayés par la différence de coût, et que à la fois le charbon, le pétrole et le gaz seront balayés, mais aussi le nucléaire. Et est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un problème, et ce problème est souvent souligné en France où l'énergie nucléaire a une part importante et où dans les stratégies énergétiques, notamment examinées par l'ADEME, eh bien, cette question de la place du nucléaire est importante pour ou contre, parce que la question de l'intermittence des énergies renouvelables revient dans les débats. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir ce problème comme si on est à 100% renouvelable ? L'industrie nucléaire et l'industrie du gaz naturel disent depuis longtemps qu'elles doivent rester dans le jeu, car la production d'énergie éolienne ou solaire reste intermittente. Le soleil ne brille pas toujours et il n'y a pas toujours du vent. On a donc besoin de pouvoir recourir au nucléaire ou au gaz naturel en cas de besoin. Mais on n'en a plus besoin. Entendez bien cela. Il y a tellement d'énergie éolienne et solaire disponible qui est en train d'arriver sur les réseaux qu'on en a même parfois beaucoup trop et il faut pratiquer des prix négatifs. Deuxièmement, nous sommes en train de numériser de plus en plus ce réseau pour en faire un Internet de l'énergie. Au fur et à mesure de cette numérisation, on utilise des algorithmes et des analytics qui nous renseignent en temps réel sur où et comment distribuer ou ne pas distribuer l'énergie, puisque tout est connecté. Ça veut dire que les algorithmes peuvent faire ce travail. Troisièmement, l'industrie des batteries est en chute libre, moins 75% ces 4 dernières années. Elles sont devenues très peu chères et des électrolyseurs plus performants ont envahi le marché. Quatrièmement, le transport. Ce qui se passe, c'est que les voitures électriques ne pèsent que 2,5% dans les ventes mondiales. Dans mon livre, je parle de toutes les études qui sont menées en interne dans les industries du transport. Elles disent que d'ici 2023, leur prix sera compétitif, même sans subvention publique. D'ici 2025 ou 2026, elles seront moins chères que les voitures à essence actuelles. Et en 2028, 20% de la flotte automobile mondiale sera électrique. Alors c'est intéressant parce que c'est un point d'inflexion pour le monde carboné. On produit aujourd'hui 90 milliards de barils de brut de pétrole tous les jours. Les 2 tiers sont destinés au transport. On va donc bien vers un effondrement. Volkswagen, le plus gros producteur d'automobiles au monde, annonce, et ça n'a rien à voir avec le stockage, que la dernière voiture à essence est prévue pour 2026, je crois. C'est bel et bien fini. Ils ont annoncé également 80 milliards d'euros pour la voiture électrique. Et ils sont en train d'installer 35 000 bornes de recharge à travers l'Europe. Nos maisons, nos lieux de travail vont devenir des stations de recharge. Si l'énergie peut être stockée, elle pourra donc être renvoyée dans le réseau en cas de besoin. Les millions de voitures électriques seront également des lieux de stockage de l'énergie qui sera d'origine éolienne ou solaire.
À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, ça se fait déjà, leur logiciel Internet pourra répondre si le réseau indique qu'il a besoin d'électricité et qu'il est prêt à payer ces véhicules qui seront en mesure de renvoyer de l'énergie. Encore une chose sur le nucléaire. Le général de Gaulle disait dans les années 50, et il avait raison, on ne peut plus faire la guerre pour le charbon dans la Ruhr avec l'Allemagne. Des millions de personnes sont mortes à cause des énergies fossiles et la question de leur sécurisation. Le général de Gaulle a donc opté pour le nucléaire, ce qui semblait une bonne alternative à l'époque. Et c'était le cas. Mais il y a un problème, le nucléaire, ce n'est que 20% de l'énergie produite dans le monde, et c'est très cher. Ça ne sera jamais aussi compétitif que l'éolien ou le solaire. L'uranium est cher à extraire, même chose pour le charbon ou le gaz naturel d'ailleurs, alors que le soleil et le vent sont gratuits. Donc les coûts fixes sont en chute libre pour les technologies, et aujourd'hui, ni le vent ni le soleil ne nous ont fait parvenir la facture. Donc le problème avec le nucléaire, et je ne suis d'ailleurs pas sûr que les Français soient bien au courant, c'est qu'une immense partie de l'eau consommée en France va aux entreprises du nucléaire, qui ont besoin de cette eau pour refroidir leurs centrales. Le problème, c'est le réchauffement climatique, car la température des eaux est également en train de se réchauffer, les lacs sont devenus trop chauds en été pour refroidir les centrales nucléaires. Il faut donc fermer temporairement ces centrales, notamment dans la vallée du Rhône, et ensuite, en plus, l'eau qui revient des centrales nucléaires revient encore plus chaude. Et comme le réchauffement climatique n'est pas près de cesser, l'énergie nucléaire va progressivement devenir de plus en plus difficile à produire. La clé, c'est donc de comprendre qu'on a une révolution technologique, le solaire et l'éolien, une chute des prix en dessous de ceux des énergies anciennes. Il n'y a plus aucun sens à recourir au pétrole ou au nucléaire en conséquence. Ce sont des énergies échouées. Le retour en arrière n'est plus possible. En continuant cette politique actuelle, la France creuse un trou finalement dont il sera de plus en plus difficile de sortir. Tous les pays doivent réaliser cela. Les opportunités sont bien sûr très nombreuses pour changer de source d'énergie, et peut-être pas pour sortir du problème du réchauffement climatique, mais au moins pour essayer de le contenir. Il y a des millions d'emplois à la clé. Il n'y a donc aucune excuse pour l'immobilisme. Je voudrais vous demander sur ce point une précision. Est-ce que ce scénario ne peut survenir que s'il y a des progrès supplémentaires qui sont réalisés sur le stockage d'énergie, notamment sur les batteries, sur les composants comme les terres rares ou le lithium qui rentrent dans la composition des batteries, pour lesquels il y a une contrainte qui va apparaître? Cette question que vous soulevez est très intéressante. Par exemple, la batterie de nos smartphones dépend des terres rares. Mais vous savez quoi? On est déjà en train de s'éloigner de ce problème. BMW investit près de 40 milliards de dollars dans la voiture électrique. Et le constructeur a annoncé avoir développé une batterie sans terres rares pour les véhicules produits en série. Et cette batterie a une autonomie de près de 700 km. C'est toute l'ingéniosité du marché. Trouver en permanence de nouvelles façons de bâtir l'infrastructure en utilisant moins de précieuses ressources de la Terre. C'est une leçon que nous avons retenue de l'ère du pétrole. Nous devons vivre plus sobrement et de manière à préserver notre planète. Et ce principe est en train de se diffuser dans le marché.